De retour sur le de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Madame Alcindor, comment allez-vous? Je vais bien. J'espère que vos auditeurs se portent aussi bien que moi, malgré ce matin pluvieux. Définitivement. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. On espère que vous allez nous amener le soleil. Je vais faire tous les efforts parce que je suis altruiste et puis que j'en profiterai aussi. Parlant d'altruisme, on va parler justement de ce côté altruiste que vous avez et ce que vous nous avez légué. J'ai une co-animatrice avec moi qui s'appelle Dorothée Roux. Je pense que vous la connaissez. Oh, bonjour Dorothée, bonjour, quel plaisir. Je ne le savais pas, c'est un plaisir non annoncé, donc double. Oui. Alors, juste une petite parenthèse, je connais Madame Alcindor ainsi que son mari depuis quand même où j'étais au secondaire, depuis longtemps. Là, on était sur des projets et ce sont des modèles. Ce sont des modèles et ce sont des piliers de la communauté haïtienne à Montréal. Et j'ai hâte d'entendre ce que tu vas leur faire, ce que tu vas nous ressortir par rapport à son parcours. Et en plus, moi, j'ose dire que je connais deux de vos filles. Nous avons rayonné, mais de la bonne façon. Oui. Effectivement. Et je me dis, et souvent on parle de familles, de jeunes qui ont la pression sociale, justement, de marcher dans les souliers de leurs parents. J'imagine que les vôtres ont eu cette pression. Un total de 7 petits-enfants. Wow. Et ma première petite fille, parce qu'il faut maintenant, dans cette affaire de femmes, parler... ma première petite fille commence l'université cette année et elle travaille aussi. Elle a été ballon de bronze, ce dont je suis très fière, moi qui ne suis pas sportive, donc 3e meilleure buteuse au Québec, et elle est au carabin de l'Université de Montréal cette année. Oui, elle porte les bonnes couleurs, étant un bachelier justement des HEC. Madame Alcindor, on va commencer dès maintenant. La première question qu'on va vous poser, et non la moindre, qui est Maryse Alcindor? Maryse Alcindor, je pourrais vous dire, c'est une femme qui rejoint le genre humain dans ses préoccupations et ses aspirations idéales vers un monde équitable, un monde où tout le monde aurait droit de parole, droit d'expression, où les droits de base seraient respectés. Comment est-ce qu'elle a accompli cet idéal que chacun d'entre nous porte en lui? Je pense que j'ai commencé par l'enseignement. Je trouve que c'est la plus belle profession au monde, celle des éducateurs en cette journée de débrayage. Oui, en effet. C'est la plus belle profession du monde. C'était celle de mon père. C'était celle de beaucoup de gens de ma famille, de mon mari également. Donc, j'ai commencé par être enseignante. Ensuite, j'ai voulu militer davantage et je suis allée vers une carrière en droit. Donc, j'ai également pratiqué comme avocate avant d'aller vers la commission des droits de la personne pour des fonctions qui étaient à la fois celles du droit, mais de l'administration aussi. C'est là que j'ai commencé l'administration publique. Oui. Et après ça, je suis allée j'ai été nommée par le gouvernement du Québec comme vice-présidente de l'Office de protection du consommateur. Ensuite, je suis devenue sous-ministre adjointe à l'immigration et sous-ministre en titre, ça veut dire le plus haut échelon de la fonction publique. Avant d'aborder ma retraite, je suis devenue secrétaire générale associée. Secrétaire générale associée, c'est le même rang que sous-ministre d'un ministère, mais une secrétaire générale associée, c'est le conseil exécutif. Donc, c'était le ministère du premier ministre. C'est ce qu'on appelle le Saint des Saints. Il y a le Saint des Saints. Avant d'aborder une retraite heureuse. Malgré tout, vous en doutez bien, je ne reste pas tout à fait tranquille. Donc, de temps en temps, j'ai des contrats, que ce soit avec le gouvernement du Québec actuellement. J'assure la présidence de groupes de travail dans le cadre de la réforme du système de financement des garderies et des centres de la petite enfance. Mais j'ai travaillé aussi avec l'Alliance de la fonction publique du Canada à travers l'ensemble du Canada. Voilà.
Bon, on va revenir justement vous avez passé très rapidement votre parcours. On va amener un éclairage sur chacun des éléments que vous avez mentionnés. Premièrement, vous avez parlé de droit. Ok, vous êtes bachelière en 1980 en droit. Vous avez été reçu au barreau en 1981. Vous allez vous demander pourquoi le droit, mais si je regarde votre parcours après, je vois pourquoi le droit. Donc, en 1985, vous quittez la pratique du droit pour siéger à la Commission des droits de la personne. Et une des premières grandes causes, c'est le meurtre de Anthony Griffin par le policier, c'est M. Gossett, je ne me rappelle plus son prénom. Et le 24 février, il est acquitté. Vous devenez la seule minorité à siéger au comité d'enquête sur les relations entre la police et la minorité. Non, je n'étais pas la seule. Pas la seule, non? Il y avait également Eddie Taylor, qui était de la communauté anglophone. Ah, OK, d'accord. Et à ce titre, vous signez des recommandations quant au recrutement des policiers et à l'exercice de leurs fonctions. Oui. 30 ans plus tard, le directeur adjoint du SPVM est d'origine haïtienne et le commandant du groupe Eclipse aussi. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie dans votre cas? Je dirais que la mission n'est jamais accomplie parce qu'il reste, pourquoi pas le directeur de police, pourquoi pas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais s'endormir dans ces choses-là, parce qu'elles ont un revers aussi. J'ai été la première femme noire sous-ministre, mais il n'y en a pas eu après moi. C'est dommage. Il faut qu'il y en ait d'autres. Donc, ce n'est jamais mission complètement accomplie. Cependant, je peux dire en même temps que je suis très fière de ces réalisations-là, parce que je crois modestement que mon apport ainsi que conjugué à la pression des communautés, à plusieurs interventions, cela a fait que les choses ont avancé parce que sinon, il y avait une inertie terrible au niveau de la police, de ce qu'on appelait à ce moment-là le SPVUM, c'était le SPCUM, c'était le service de police de la communauté urbaine de Montréal. Dorothy, tu as quelque chose à dire? Non, c'est bon. Oui, en 1993, vous établissez, entre la Commission des droits de la personne du Québec et l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg, un partenariat pour l'organisation conjointe d'universités d'été portant sur l'éducation aux droits et se tenant annuellement dans la capitale de l'Union européenne. Vous faites la même chose avec une association de parajuristes au niveau des pays africains, au niveau de la promotion et la défense des droits des femmes. Il semble avoir une constance dans votre parcours et c'est la défense des droits. Je suis tenté de vous demander, est-ce que ça a un lien avec votre pays d'origine et l'époque justement que vous quittez votre pays d'origine? Sûrement, on est conditionné par le milieu ambiant. Il y a un lien avec mon pays d'origine, il y a un lien avec ma famille. Mon père a toujours voulu, à une époque où les femmes n'avaient pas forcément accès à toutes les professions, je veux dire, détenues par les hommes, il a toujours voulu que ses filles soient les égales, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas bridées par leur genre, comme on dit, genre dans le sens de sexe. Alors, et Haïti, c'est la première république noire, mais édifiée sur des bases, je dirais, peut-être trop rapides. Je veux dire, l'émancipation de la construction de cette première république ne réunissait pas toutes les conditions de succès, ce qui fait qu'on traîne encore à la fois la fierté d'être la première république, mais la difficulté d'assumer complètement la démocratie, d'incarner complètement la démocratie. Donc c'est vrai, la défense des droits, c'est la constante, et autant avec les enseignants à l'Institut international des droits de Strasbourg, partenariat dont je suis très fière parce que Strasbourg, c'est la capitale européenne, c'est aussi une vision des droits pour une élite intellectuelle, alors que je pense que la conception démocratique doit redonner les droits à ceux qui en sont les véritables détenteurs, vous, moi, les enfants, n'importe quel être humain. Donc, il fallait démocratiser ça aussi. Et lorsque vous parlez de l'expérience en Afrique, une expérience elle aussi très fructueuse, c'était dans le cadre
d'un projet du Canada. J'étais l'experte canadienne pour la mise sur pied de cliniques d'aide juridique et la formation de parajuristes pour qu'on puisse s'assurer que les femmes soient atteintes non pas par des preuves de droit qui étaient moins accessibles, mais par des infirmières, par des enseignantes qui, en quelque sorte, pouvaient transmettre non seulement les droits, mais la façon de les faire valoir aux femmes face à des problématiques, je dirais, très fortes de contestation de leurs droits. La femme est souvent objet de droit plutôt que sujet de droit. Elle peut être transférée lors d'une succession, mais ça aussi, c'est pas pour porter un jugement, c'est la façon dont les différents pays ont trouvé à pallier l'inertie du pouvoir gouvernemental pour suppléer à des besoins de base. Mais ça, on pourra en discuter une autre fois. En 2005, vous devenez sous-ministre à l'immigration et aux communautés culturelles. Oui. En 2007, vous accédez à ce que j'appelle le saint des saints, le Conseil exécutif. Le Conseil exécutif est le ministère du Premier ministre et en créole, on dit c'est ministère qui chargé pouvoir. Parlez-nous de votre expérience à ce niveau. Mais vous savez, c'est un mythe, puis je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce que la façon dont vous regardez, si on parle du Conseil exécutif, j'ai participé pendant le week-end au Forum des idées pour le Québec et je leur ai fait une proposition. Le premier ministre Couillard qui a institué ce Forum des idées pour le Québec était là à tous les jours. Et je lui ai fait la proposition que justement, à l'intérieur du Conseil exécutif que je connais bien, le secrétariat aux priorités stratégiques et aux orientations, aux priorités, aux orientations stratégiques, est la charge d'une politique que je lui suggérais, politique sur la créativité, mais ça c'est autre chose aussi, parce que effectivement, le ministère du Conseil exécutif a comme un effet d'injonction, une autorité à cause de sa centralisation et de son rattachement au Premier ministre sur les autres ministères. Oui. Mais dans mon cas à moi, j'étais secrétaire générale associée. J'avais demandé à le devenir pendant 1 an. C'était 1 an avant ma retraite. Et j'avais un mandat particulier. Qui était le sommet de la francophonie de 2008. Qui s'est tenu à Québec. Et donc, je n'ai pas eu d'interaction directe avec le Saint des Saints, comme vous le dites. J'avais des interactions parce que je croisais le premier ministre qui était Jean Charest à ce moment-là. Nous étions dans les mêmes locaux, dans les mêmes bureaux. Je rencontrais donc les autres, mais je n'avais pas une influence directe. Autrement qu'au niveau de la représentation internationale du rôle du Québec dans la francophonie à cause de ce sommet-là. Et la raison pour laquelle j'avais demandé à aller là, c'est une raison presque administrative. Je voulais aller à la retraite et je venais de terminer au niveau du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, comme ça qu'il s'appelait dans le temps, un exercice de planification stratégique. Cet exercice établissait des priorités, des actions pour le ministère pour 3 ans. Et donc, j'étais responsable de ça et je ne voulais pas commencer avec l'équipe de travail. Je ne voulais pas les lâcher en plein chemin. Ça valait pour 3 ans. Ouais. Et je me dis toujours, il faut mieux avoir le même gestionnaire parce que sinon c'est terriblement démobilisant pour une équipe que de se faire lâcher par son chef qui dit « Ah, je m'en vais à la retraite, là les boys continuent tout seuls ». Là, j'ai une question brûlante. Moi, je me prépare toujours pour mes entrevues, mais j'ai une question brûlante qui me vient, là, puis vous allez me pardonner. Je vais vous la poser. Si je peux y répondre, je réponds. Oui, définitivement. La question qui tue. Le Parti libéral au pouvoir actuel, jusqu'à tout dernièrement, avait une absence cruelle de représentants de notre communauté. Oui. Pourquoi il n'y a pas eu de candidature Marie-Isabelle Saint-Laure? Moi, j'ai choisi de ne pas aller en politique.
j'ai choisi, ce n'est pas que je n'ai pas été courtisée. J'ai choisi de ne pas aller en politique pour une raison qui va vous décevoir. Je pense que le véritable pouvoir est dans l'administration. Le véritable pouvoir est dans le, comment je dirais, est dans les coulisses. Oui. Et un sous-ministre, vous savez, c'est ce qu'on appelle le bras administratif du ministre. Et si vous allez dans n'importe quel ministère, vous allez voir que vous avez d'un côté le ministre, il y a une aile qui est réservée au ministre et qui est plus petite, et il y a une autre aile pour les sous-ministres. Et elle est plus temporaire aussi. Et elle est plus temporaire. Moi, j'ai conseillé 3 ministres. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont passés, mais je suis restée. Le ministre ne pouvait pas donner d'ordre à mes employés sans passer par moi. Et je pouvais lui dire non. Et c'était moi qui conseillais, autant politiquement, mais politiquement, il y avait d'autres conseillers, il y avait le cabinet du ministre. Mais avec le chef de cabinet et avec le ministre directement, je pouvais lui dire, écoute, je le sais ce qui se passe sur le terrain, là, ça passera pas cette politique-là. Wow. Et en même temps, au niveau, ça ne voulait pas dire qu'il devait me suivre. Ouais. La plupart du temps, il le faisait. Mais il est arrivé certaines fois où la ministre n'était pas d'accord avec moi. Puis elle a choisi de faire autrement. Puis, à ses risques et périls. Dans certains cas, c'était bien. Dans certains cas, c'est bon. Mais il y a un pouvoir qui est inconnu des sous-ministres. Et moi, quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas dans ma vie, quand j'ai quitté Haïti, à devenir sous-ministre du Québec un jour. Non, j'imagine. Mais je me suis rendu compte, mon choix d'abord a été de ne pas aller en politique, a été oh non, j'ai d'autres choses à faire ailleurs. Puis ensuite, quand j'ai vu, sans avoir l'ivresse du pouvoir, mais quand j'ai vu le potentiel au niveau de l'administration publique, et moi je déplorais qu'on n'ait pas davantage de gens au niveau de l'administration publique. Et c'est ça. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit que M. Charest est passé à une émission Médium Large de Catherine Perrin à Radio-Canada et qu'il avait partagé un reproche que je lui avais fait publiquement il y a 2 semaines, tout en reconnaissant M. Charest, c'est l'une des personnes qui a poussé le plus de femmes au niveau politique, et pas seulement au niveau de la parité de son cabinet ministériel, mais de toutes les choses qui ont été faites. Mais au niveau de la représentation des minorités, il y a eu Michèle Audette, qui était la première femme autochtone à devenir sous-ministre associée, qui est un titre un peu plus bas. Et il y a eu Maryse Alcindor, première femme noire, à devenir sous-ministre. J'aurais voulu et je souhaite qu'il y en ait davantage. Parce qu'il y a de la job à faire là. Mais pourquoi il n'y en a pas eu d'autres? Je vais vous dire. On a mis sur pied... M. Charest avait eu l'idée de mettre sur pied avec le secrétariat aux emplois supérieurs. Ça aussi, c'est une branche du conseil exécutif, mais c'est celui qui est responsable des nominations. Avec le secrétariat aux emplois supérieurs, on a formé un comité interministériel de haut niveau. J'y participais pour chercher des candidatures, n'est-ce pas? La façon d'accéder généralement à la fonction de sous-ministre, on prend parmi les gens de l'administration publique. Or, on est déjà en déficit au niveau de l'administration publique. Et lorsque les chiffres vous disent que on rattrape le déficit, regardez où ça se situe. Vous avez plusieurs gens qui font partie du personnel administratif. Donc, même pas parmi les professionnels. Et même lorsque ça s'améliore au niveau des professionnels, regardez parmi les cadres, combien vous avez de cadres. Donc, cette ascension se fait dans l'incubateur qu'est l'administration publique, qui n'est pas encore assez investi de gens de notre communauté. C'est un champ à occuper. Moi, j'ai été nommée, j'étais de la Commission des droits de la personne, qui est parapublique. Donc, théoriquement, j'aurais pu ne pas être nommée. J'ai été nommée parce qu'ils m'ont remarqué à l'occasion de... Mais il y a beaucoup de gens aussi compétents que moi qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette, on va dire en anglais, cette exposure
Oui, mais vous avez du front quand même pour parler à des policiers de comment changer les recommandations, recommander comment changer les normes de recrutement des policiers en début de carrière, c'est quand même assez... oui. Bon. Faut. Oui. La culture policière demande du front pour leur parler directement dans le casque. Définitivement. En 2010, Mme Alcindor, d'ailleurs, c'est la journée Ordre national du Québec, parce qu'on a la docteure Yvette Bonny qui est avec nous aujourd'hui aussi. Ah oui! Et en 2010, c'est la consécration. Vous recevez l'Ordre national du Québec. Là, il y a beaucoup de gens de notre communauté qui savent pas c'est quoi l'Ordre national du Québec. C'est la plus haute distinction que le gouvernement du Québec peut décerner à un de ses citoyens. Oui. Vous avez fait honneur à votre pays d'origine en étant la première femme haïtienne ayant reçu cette distinction. Pour ceux qui me connaissent, je déteste ce genre de médaille, première, parce que ça en dit plus sur nous que d'autres choses. Mais quand même, vous êtes la première femme haïtienne ayant reçu cette distinction-là. Partagez à nos auditeurs comment vous vous êtes sentie à ce moment-là. Je dois d'abord nuancer. Je suis la première femme haïtienne à obtenir le grade d'officière. Parce que le docteur Bonny, à qui vous allez parler, m'avait précédé, mais ils ont des gradations. Ils ont le grade grand officier, officier et chevalier. Donc, le docteur Bonny m'avait précédé. C'était la première femme haïtienne à recevoir l'insigne de l'Ordre national, mais au degré de chevalière. Moi, j'étais la première à être officière. J'attends qu'il y en ait une autre qui devienne grande officière. Ça, c'est le stade ultime. Oui. Au niveau de la classification. L'apothéose. Oui, c'est l'apothéose. Et il y en a très peu qui l'ont. Je veux dire, c'est vraiment, là, en termes de pourcentage, très, très peu de personnes au niveau du Québec qui arrivent au stade de grand officier. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un grand officier? Je ne sais pas qui va le devenir, mais en tout cas, j'ai hâte. Il nous en faut un, bientôt. Mais moi, je me suis sentie non seulement honorée de cet accueil du Québec, de la compétence que représentait une femme d'origine haïtienne, surtout que j'ai reçu cet insigne en même temps que le docteur Fouron, Jean-Claude Fouron, oui. Pour lequel j'ai beaucoup d'admiration aussi. Et nous avions tous les deux, je pense, ce même sentiment où nous sommes retournés, je veux dire, à l'incubateur d'origine qui est Haïti. Et en nous disant, je crois, en tout cas, je vais parler pour moi, je suis fière, je donnerai tellement cet insigne à Haïti qui m'a permis. Mon mari a une expression, Dorothy, qui dit BTP, bon pour tous les pays. Et Haïti nous donne quand même une formation bonne pour tous les pays. Définitivement. Madame Alcindor, on doit se quitter, malheureusement. Mais une petite chose, Madame Alcindor, parce que vous faites partie de cette première génération qui est arrivée ici au Québec. Maintenant, j'aimerais avoir peut-être votre opinion, ou bien peut-être un conseil pour cette nouvelle génération, parce que moi, j'ai toujours dit, beaucoup la grande communauté haïtienne aujourd'hui, cette jeunesse dont j'en fais partie, on essaie à notre tour de prendre ce relais et de construire ou aussi d'ouvrir des portes à cette prochaine génération qui sont nos enfants. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous conseiller, ou bien comment peut-on réellement prendre place et ouvrir une plus grande, en fait, qui est une plus grande présence de non seulement de la communauté haïtienne, mais encore une fois, je reviens sur cette diversité dans les différentes sphères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui vous a armé pour arriver au stade où vous en êtes aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qu'on ne fait pas peut-être? Avant de donner le conseil, je vous dirais que je suis très fière de vous. Je suis très fière de la jeunesse que vous représentez. Qui prend sa place, le reproche, comme on dit, comme disent les Québécois, le pot vient après les fleurs. C'est comme si vous vous êtes installé dans une forme de confort où vous avez l'impression que la lutte est finie. Et la lutte est double. La lutte est pour les jeunes femmes, je vais parler des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui sont en période de nidification, faut prévoir, faut se marier, faut avoir des enfants, faut trouver de l'argent, et en même temps,
Donc, cette lutte de tous les jours vous fait peut-être oublier une lutte pour ancrer socialement, je veux dire, le fait que vous soyez porteur, que vous le vouliez ou non, d'une collectivité. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue et vous dire que la société ne vous fera pas de cadeau, ou du moins le plus beau cadeau, elle vous l'a fait. Le cadeau d'un Québec où tout est possible. Tout est possible, à condition de s'y mettre et de travailler. Maître Maryse Alcindor, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Pendant que vous parliez, le silence était complet en studio. Tout le monde était suspendu à vos lèvres. On est quoi? Je pensais qu'ils étaient tous en train de dormir. Non, pas du tout. On prenait note. Oui, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous parler. Et un peu à la manière québécoise, je veux dire à la jeunesse haïtienne, mais au moins jeune aussi, que je vous aime très fort et que je crois en vous. Madame Alcindor, c'est pas la dernière, nous allons faire, je pense que il y a plus que nos auditeurs seulement qui doivent, bien qu'ils sont nombreux, il y a plus que nos auditeurs seulement qui doivent entendre ce message-là. On va vous recontacter très, très bientôt pour partager ce savoir et cette sagesse. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonne fin de journée. Vous aussi. Au revoir. On va faire une petite pause publicitaire. On vous revient sous peu.